Bonjour à tous, je prends le relais pour la partie IA. Donc, je suis cofondateur et directeur scientifique de DataSwati, donc une des startups organisatrices du rendez-vous. On est juste en dessous, en fait, on est hébergé au Hawaï. Et on fait de l'IA pour l'industrie avec un focus agroalimentaire, donc d'où l'intérêt du sujet pour nous. Donc, le process industriel dans l'agroalimentaire, c'est souvent des processus qui sont longs et complexes. Vous avez le contre-exemple, c'est dans l'automobile, on va aller assembler des choses. Alors, le process est quand même long et complexe aussi, mais pas de la même façon. On va aller assembler des pièces qu'on va récupérer. On a différents fournisseurs. Chacun fait sa pièce. À la fin, on monte tout. Mais chaque étape est instantanée. C'est-à-dire que quand on assemble, soit ça rentre pas. Et puis, on le sait tout de suite que ça marche ou que ça marche pas. La complexité, en fait, dans les processus agroalimentaires, c'est que généralement, la qualité, on l'a à la fin. Et en fait, il s'est écoulé un certain temps avant qu'on sache si ce qu'on fait est bien ou pas bien. Et c'est très variable en fait, ça peut être de quelques heures à quelques jours. Notamment, on a un exemple en malterie où le process dure 9 jours. Il y a 3 grandes étapes, c'est 2 jours, 5 jours et 2 jours. Et en fait, c'est qu'à la fin des 9 jours qu'on sait si le malt qu'on a fait rentre bien dans le cahier des charges du client. Et à la fin des 9 jours, si c'est pas bien, on est un peu en stress, il faut gérer la mauvaise qualité. Donc il y a une vraie problématique de visibilité par rapport à ce qu'on est en train de faire, et donc d'aide au pilotage. On pourrait se dire, on va construire un modèle qui essaye de tout capturer à partir des principes premiers. Il y en a qui ont essayé, comme on dit, ils ont eu des problèmes. Donc ça marche pas. Ça marche pas toujours et c'est long à mettre en place, c'est compliqué. Souvent il y a des hypothèses simplificatrices qui font qu'on n'est pas capable de capturer tout, qu'on est capable vraiment de fonctionner sur des régimes bien limités où on maîtrise. Et dans la vraie vie, souvent on maîtrise pas. Et comme on l'a vu là, on maîtrise de moins en moins, notamment la matière première qui arrive. Donc l'idée, c'est de se dire, on veut quand même avoir une visibilité, et l'intelligence artificielle nous permet de construire justement des modèles prédictifs. Donc on fait des modèles prédictifs pour plein de choses, donc pourquoi pas aussi pour les processus industriels. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de se dire, plutôt que d'attendre 9 jours pour avoir mon résultat qualité du laboratoire, en fait, je vais le prédire. Je vais le prédire comment? En ayant différentes données sur mes intrants, sur mes conditions de production, sur le fonctionnement de mes automates, sur la météo, etc., etc. Et en fait, on va avoir toutes ces données process qu'on capture durant le process, et on va prendre ces données-là et faire une projection sur ce que le laboratoire va nous retourner comme résultat. Donc la logique n'est pas forcément complexe, par contre la mise en œuvre, elle, vous en doutez, est un peu plus complexe, un peu plus challenging. Donc juste pour illustrer plus concrètement à quoi ça ressemble, là c'est une usine de lait. Voilà, vous récupérez votre lait brut. Vous avez un certain nombre d'étapes, vous allez séparer justement pour isoler des composants. Il y a certains composants qui coûtent très cher en fait dans le lait, qui sont utilisés pour des cas particuliers. On va isoler la matière grasse pour faire du beurre, enfin on va séparer, il y a un certain nombre d'étapes. Et en fait, un des enjeux dans cette usine-là, c'est de maîtriser le risque bactériologique. Donc très souvent à la fin on va faire des mesures quand même, on va envoyer des mesures en laboratoire pour s'assurer que c'est safe, et puis si on se rate, ça fait des gros scandales, on a des campagnes de rappel, on en a tous entendu parler plus ou moins récemment. Voilà. Et le problème, c'est que les bactéries, elles sont là, elles vont arriver à un moment, on le sait, donc on met en place des cycles réguliers de nettoyage, mais des fois elles vont plus vite que prévu. Voilà. Et elles vont plus vite que prévu parce qu'il y a un certain nombre de conditions. On sait par exemple que la température va favoriser la prolifération des bactéries. Donc ça, c'est la vision sans intelligence artificielle, ça c'est la vision avec intelligence artificielle. Donc sans intelligence artificielle, on va juste voir sa production totale, on n'a pas de visibilité autre, et on est obligé d'attendre 24 heures à 48 heures pour avoir sa mesure qualité à la fin du process. Et le fait de rajouter de l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de dire, moi je prédis qu'au vu des conditions, j'ai un risque de développement bactérien qui est plus important aujourd'hui que par exemple la veille ou l'avant-veille. Et donc on ne va peut-être pas attendre le cycle normal de nettoyage, il faut peut-être lancer une opération dès maintenant. Ou à contrario, on peut aussi se dire, en fait, il y a une opération qui est prévue demain, mais en fait, je ne vois aucun signe de développement bactériologique, donc si ça se trouve, on peut repousser ce nettoyage-là d'un jour ou de 2 jours, et donc c'est des économies d'énergie, c'est de la consommation énergétique en moins. Donc en fait, on peut jouer et gagner sur les deux tableaux. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on gagne en visibilité, parce qu'on est capable de faire cette prédiction. Donc avant d'arriver là, bien sûr, il y a un certain nombre d'étapes. Et en fait, ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est justement alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais présenter un petit peu le type d'enjeu et le type de défi auquel on est confronté quand on veut faire ce genre de choses.
Donc, schéma opérationnel idéal, vous avez un modèle prédictif. Alors, je ne rentre pas dans le détail des modèles prédictifs, parce que ce n'est pas le but ici, mais on pourra en reparler si vous voulez. Mais vous voulez construire un modèle prédictif, donc c'est du machine learning typiquement, qui va prendre des données, qui va faire son apprentissage sur les données historiques pour faire sa prédiction. Mais avant ça, en fait, il y a beaucoup d'étapes de traitement des données, et avant ça, il faut se connecter aux sources de données de l'industriel. Donc, la valeur perçue en data science, elle est souvent côté machine learning, mais dans la vraie vie, en fait, les vrais enjeux, ils sont plutôt de ce côté-là. En fait. Et on va voir que ce côté-là, c'est celui qui demande le plus de travail, et c'est celui qui a le plus fort impact sur les prédictions, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre les modèles de machine learning les plus sophistiqués qu'on veut. Si les données et la gouvernance des données et la qualité des données ne sont pas au rendez-vous, en fait, on aura quand même des mauvais résultats, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille. Donc, la première question qui va se poser, c'est la gouvernance des données. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'industriels ne sont pas forcément prêts et subissent un petit peu la vague de l'IA, c'est-à-dire que tout le monde veut lancer son expérimentation, tout le monde veut aller vite, mais souvent il y a ce qu'on appelle reality check, tac, on se prend le système d'information dans les dents, j'ai envie de dire, et on se rend compte que on a des données à droite, on a des données à gauche, c'est pas forcément historisé autant qu'on voudrait, c'est pas forcément consolidé, surtout il y a un gros enjeu sur la consolidation. La consolidation, c'est quoi? En fait, c'est surtout être capable de croiser les données, d'être capable de dire que à tel instant, cette mesure de température correspond à ce fonctionnement de capteur, et en fait, c'est le résultat de cette analyse laboratoire. Et en fait, c'est vraiment aligner les données, être capable de construire donc une vision complète et propre de ce qui se passe sur le process. Donc, je dirais que captation, stockage, ça va encore, mais l'aspect consolidation, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable enjeu dessus. Et en fait, plus globalement, il y a un certain nombre de problèmes. Donc, liste non exhaustive, mais quand même assez, ça couvre quand même pas mal de choses vues et revues. Donc, la première, voilà, c'est les silos non consolidés. Hein, donc, quand vous allez récupérer, par exemple, les mesures de laboratoire d'un côté, que vous allez récupérer les données capteurs, la consommation énergétique, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas en fait recoller facilement. Un autre enjeu que les gens n'ont pas forcément en tête, mais que nous on vit assez régulièrement malheureusement, c'est les données non exploitables, c'est-à-dire que des gens ont des données, mais en fait elles sont dans des formats propriétaires, notamment quand les industriels vont extraire des données de machines, en fait c'est dans des formats propriétaires cryptés. Et le fabricant de la machine n'a pas prévu d'outils pour exporter les données dans un format exploitable. Donc on part avec l'assurance d'avoir des données, on nous dit vous inquiétez pas, on a l'historique, mais sauf que cet historique n'est juste pas exploitable, on ne peut absolument rien en faire. Donc là, les deux premiers, c'est vraiment des enjeux de gouvernance, il faut vraiment se poser les questions. Est-ce que je maîtrise mes données et est-ce que j'ai la main sur mes données? Est-ce que je ne suis pas prisonnier de mes données ou du format dans lequel sont stockées mes données, etc. etc. Et ensuite, les autres colonnes, c'est plutôt des enjeux sur la qualité de la donnée. Donc notamment, quand on a des prélèvements laboratoires à la main, c'est des prélèvements qui sont irréguliers. Des fois, on peut avoir 10 prélèvements par jour, des fois, on peut en avoir que 2, etc. etc. Donc on ne va pas forcément avoir de la donnée régulière. On a aussi la volumétrie qui n'est pas forcément fiable. On peut avoir des cas où on a très peu de volumétrie. Quand on veut faire de l'apprentissage avec une faible volumétrie, ça peut poser problème. Il y a la maîtrise de l'incertitude de mesure, il y a la maîtrise de la variabilité du process, etc., qui vont nuire justement au process d'apprentissage aussi. On va avoir aussi des cas de données biaisées. L'exemple de la donnée biaisée, l'archétype, c'est en maintenance prédictive. On va vouloir faire par exemple un exercice de classification. Je vais donner un autre exemple de classification, mais en maintenance prédictive, souvent on se dit c'est le cas d'usage ultime en industrie. Et on va vouloir faire de la classification. En fait, on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément beaucoup de panne, puisque on va faire quand même en sorte de ne pas avoir de panne. Si une machine est vraiment souvent en panne, en fait, on va la changer. On ne va pas avoir de données représentatives de panne. Donc c'est une problématique qu'il faut savoir gérer. Et l'autre cas aussi, c'est les données non labellisées, ça je vais en revenir un peu plus tard. Et les données non structurées aussi, c'est tout ce qui est traitement d'image, traitement de capteurs, etc. C'est des problématiques en soi qu'on gère de mieux en mieux parce que l'état de l'art a beaucoup avancé, notamment sur l'analyse d'image. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut aussi être capable d'intégrer. Donc là, je vous montre un exemple de tentative de consolidation de données. Je vais vous expliquer ce que ça représente en fait. Ici, c'est un silo de données. C'est par exemple des données de process. Ici, c'est des données de laboratoire. Ici, c'est d'autres données de laboratoire. Et en fait, c'est une tentative juste d'aligner les données. Donc c'est une représentation visuelle de se dire on aimerait bien aligner les données pour avoir une ligne complète. Donc ça, c'est souvent si on compte juste en nombre de lignes, en fait, on a une centaine de milliers de lignes. Donc souvent, l'industriel, il a cette image-là, il se dit, ouais,
100 000 enregistrements. Et en fait, quand on va faire la tentative de recollement, donc si vous connaissez en SQL, c'est juste une jointure en fait, hein, c'est de faire des jointures. Quand on va faire la tentative de recollement, en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est en face de rien, quasiment. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de partir avec 100 000, d'essayer de recoller, d'arriver à 500 ou 50 même. Une fois, on a 50, et c'est un facteur de perte de données qui est juste incroyable. Ça ne veut pas dire que ces données ne sont pas théoriquement alignées, ça veut juste dire que les données pour les aligner ne sont pas bonnes. En fait. Donc il y a un vrai problème. Donc là, on parle vraiment de gouvernance. Parce qu'on est capable de recoller les morceaux ensemble. Donc là, par exemple, celui-là, on se rend compte qu'il est aligné avec personne. Donc c'est un silo de données qui était là, mais qui est juste inexploitable, donc il va sauter. Et ensuite, ici, on a des trous, donc on peut mettre en place des stratégies pour reconstruire les trous. Et en fait, on va passer plus de temps à faire du prédictif sur les trous qu'à vraiment construire un modèle prédictif sur le process. Un exemple beaucoup plus complexe d'alignement qu'on a réellement traité, c'est un exemple d'automate. Et en face, il y a des compteurs d'énergie, mais personne n'a écrit quelque part le lien entre les capteurs et les automates. Donc il a fallu en fait développer une approche. Et là aussi, on peut utiliser des modèles prédictifs pour essayer de se dire, j'essaye de prédire la consommation d'énergie avec l'allumage. Et en fait, normalement, le bon automate, c'est celui qui arrivera à prédire la bonne consommation d'énergie. Donc voilà, derrière, en fait, il faut commencer vraiment à développer des stratégies complexes juste pour contrebalancer l'effet d'une mauvaise gouvernance. Donc il y a beaucoup de travail sur cette partie-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est pas juste une question donc, de prendre un algorithme de machine learning et de le mettre sur les données historiques. C'est beaucoup plus complexe que ça, et très souvent, on se retrouve à construire des pipelines très complexes juste pour mettre en forme les données pour qu'elles soient exploitables pour aboutir vraiment au modèle prédictif final. Donc ici, c'est un vrai exemple hein, de pipeline de traitement. Et en fait, toute la partie la plus impactante, elle est là-dessus. Et en fait, la partie modèle prédictif, la partie sexy en général, celle qu'on vend en data science, en fait, elle est juste dans ce petit rectangle-là, en bas à droite. Et le gros du travail, il est vraiment là-dedans. Le gros du travail, c'est dans la préparation, c'est l'adaptation des formats, c'est valider, nettoyer, interpoler, c'est la création de features, c'est l'alignement, la sélection, etc., etc. Et chaque bloc, en fait, c'est encore des algorithmes plus complexes. Donc là, j'ai juste fait un zoom sur un seul. Mais voilà, chaque bloc, c'est encore plein d'étapes beaucoup plus complexes. Et donc, quand on veut vraiment faire de l'IA réaliste, et qui vit vraiment d'un point de vue opérationnel, il faut avoir en tête ces problématiques. Donc, je vais avoir de la donnée, il va falloir la gérer. Très souvent, je vais avoir des problématiques de gouvernance, des problématiques de qualité. Et en fait, le vrai travail, il va être dans la mise en forme et l'adaptation des données avant d'injecter dans un modèle prédictif. Donc, autre cas d'école, l'exercice de classification. Donc ça, c'est nous qui avons constitué un jeu de données parce qu'en fait, on avait des données en pharmacie, mais on ne voulait pas les montrer. Mais on a pris l'exemple du saucisson. Donc on a reconstitué les cas qu'on a, mais voilà, très souvent, on va avoir des données. Donc l'image simpliste, c'est de se dire, voilà, je vais avoir des données bien, des données pas bien, je mets dans un classifieur très standard. Hein, vous tapez sur Internet classifieur, vous avez différents exemples, et puis je vais avoir mon score de classification. Et très souvent, quand on fait des expérimentations en industrie, on part sur un schéma simpliste comme ça. Ce qu'on oublie en fait, c'est qu'en général, on a pris le temps de constituer un dataset idéal, c'est-à-dire que quelqu'un a beaucoup travaillé manuellement pour constituer le jeu de données, et ça on l'a vu. Hein. Donc on a vraiment un biais de sélection des données, on va avoir dans l'expérimentation des données qui sont beaucoup plus propres et qui sont de meilleure qualité que les vraies données opérationnelles. On va aussi prendre le temps de labelliser le jeu de données. Donc labelliser, en fait, voilà, c'est dire que ça veut dire OK et que ça veut dire pas OK. En fait. Donc c'est mettre un label explicitement sur les exemples. Et puis voilà, et puis ensuite on fait son test de classification. Là aussi, donc reality check. Hein, donc dans la vraie vie, les données sont plutôt de qualité variable. Quand on va avoir des images, généralement, les conditions de la vraie vie font que ça change beaucoup, notamment sur les angles de prise de vue, sur les éclairages. Pour d'autres données de type laboratoire, on a travaillé notamment avec des données de diffraction, d'HPLC, les protocoles peuvent changer, ils peuvent évoluer, il peut y avoir des changements de calibration, sauf que c'est écrit nulle part, mais ça impacte en fait, ça introduit de la variabilité dans la donnée. Et à un moment, il faut le savoir. Donc, à un moment, on peut le voir aussi parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais voilà, c'est des choses qui vont impacter les modèles prédictifs. Donc, les données non labellisées, je vais en reparler après, il y a aussi des astuces. Et puis, après, très souvent, on a des suivis par batch. Et on va avoir, notamment donc, dans ces histoires de consolidation, des mesures en laboratoire, mais qui correspondent à un lot, et on ne sait pas forcément quel est l'échantillon qui a été pris du lot. Donc on peut recoller par rapport à un lot complet, mais pas par rapport à un échantillon précis. Donc là aussi, ça va ajouter du bruit, de la confusion. Et ça aussi, c'est un exemple
d'utiliser en fait des algorithmes de machine learning pour compenser, on va dire, le manque de gouvernance, c'est des approches de labellisation par ce qu'on appelle du clustering, où on va justement essayer de regrouper par images similaires, ou ici j'ai pris un exemple de signal. Et en fait, tout ça, c'est le pipe de traitement, c'est d'abord faire reconstruire en fait des groupes similaires et ensuite demander à un expert de ne labelliser que les groupes. Donc au lieu de labelliser, donc dans un cas on avait 200 000 images, donc plutôt que de demander à l'expert de labelliser 200 000 images, en fait il n'avait plus qu'à labelliser 200 groupes et ensuite on propage les labels dans les membres du groupe. Voilà. Donc après il y a aussi quand même des bonnes nouvelles, hein, c'est que l'état de l'art avance, que ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives et donc là on a un exemple d'état de l'art, enfin donc l'état de l'art a beaucoup avancé par exemple sur l'analyse d'images et donc une façon de l'utiliser c'est de faire donc du suivi de qualité par l'image. Donc nous on le fait par exemple sur les cultures d'insectes. Donc comment ça marche, c'est que en fait on n'avait pas de suivi qualité en temps réel des insectes, mais comme on est capable de traiter de l'image à un niveau fin, en fait on va rajouter une caméra en plus et ça va nous permettre de construire en fait plusieurs variables de suivi de qualité dans le temps par rapport à la croissance de la colonie, etc. Et ensuite on peut recoller avec les autres types de données pour construire le modèle prédictif. Donc ça c'est le genre de choses que permet l'état de l'art qui avance très très vite, c'est d'ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de traiter des problèmes. Et donc, petite conclusion, hein, il y a les promesses de l'IA et il y a les défis. Il faut avoir tout en tête si on veut y arriver. Et donc les promesses, c'est donner de la visibilité, permettre d'exploiter de façon opérationnelle les données, pas juste faire des statistiques à froid, mais vraiment utiliser sur la chaîne de production. Valoriser aussi toutes les données, notamment l'exemple de l'image. Mais par contre, il faut avoir en tête tous les défis sur la qualité, la gouvernance, sur le fait que c'est pas magique et qu'il y a du travail, etc., etc. Et donc je me suis bien sûr concentré sur les aspects purement techniques, mais il y a aussi d'autres défis qui sont de nature organisationnelle, humain, etc., etc.